Evening News. 41e session de la conférence générale de l'UNESCO, la ministre malienne de l'Éducation dévoile les mots de l'école malienne. Cette conférence se tient du 9 au 24 novembre 2021 à Paris. Ouverture du forum de haut niveau sur la dégradation des cours d'eau du Mali par l'orpaillage, une initiative prise suite à un constat désolant de dégradation du nid du fleuve par le dragage. Nous parlerons aussi du Burkina Faso, du nouveau dans l'affaire Sankara. Un témoin clé se présente à la barre, les avocats parlent. Fidèles téléspectateurs de Joliba TV News, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Nous entamons cette édition avec l'actualité en bref, n'ayant toujours pas porté de plainte auprès de la justice à la suite de la tentative d'enlèvement de Ousseini Amianguindo, président du parti CODEM, et aux multiples accusations portées à l'encontre des autorités de la transition, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Maître Mamadou Kassogué, a ordonné l'ouverture d'une enquête. Je vous le disais dans les titres, à Paris, où se tient du 9 au 24 novembre 2021 la 41e session de la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO. La ministre de l'Éducation, Mme Sidibé Dédéou Ousmane, a évoqué les maux qui gangrènent l'éducation malienne. Les détails dans cet élément de Abdoulaye Koniba Konati. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture a fêté ses 75 ans ce vendredi 12 novembre à Paris, avec la participation de 28 chefs d'État et de gouvernement du monde entier. En marge de cet anniversaire, se tient du 9 au 24 novembre 2021 la 41e session de la conférence générale de l'organisation onusienne, où le Mali était représenté par la ministre de l'Éducation nationale, Mme Sidibé Dédéou Ousmane, son homologue de l'enseignement supérieur, le professeur Amadou Keïta, et celui de la culture, Andagoli Guindo. C'est dans ce cadre que la ministre de l'Éducation nationale, au pupitre de la conférence générale de l'UNESCO, a fait un diagnostic de l'école malienne fortement touchée par l'insécurité et le terrorisme, conséquence d'une crise multidimensionnelle que le pays traverse depuis 2012. Ce qui a causé la fermeture de plusieurs centaines d'écoles dans le nord et le centre du pays et privé les enfants à une éducation garantie. Cette insécurité a également gonflé le nombre de déplacés et de réfugiés dont plusieurs enfants obligés de suivre leurs parents. Leur situation appelle à une action urgente impliquant une formation adaptée des enseignants à ces contextes et la création d'infrastructures appropriées. Même en temps de crise ou de conflit, personne ne doit avoir ce droit à une éducation de qualité reniée, a déclaré la ministre de l'Éducation avant d'appeler les partenaires dont l'UNESCO a accompagné le gouvernement malien dans son engagement à assurer aux enfants le droit fondamental qu'est l'éducation, gage du développement de long terme. En marge des journées minières et pétrolières du Mali, la Fondation Forum de Bamako organise des rencontres de haut niveau sur la thématique la dégradation des cours d'eau par l'orpaillage. Une initiative prise suite à un constat désolant de dégradation du nid du fleuve par le dragage. Aruna Salia Koni. Le dragage de nos cours d'eau entraîne aujourd'hui une catastrophe écologique. Nos fleuves sont pollués à cause de la recherche d'or, des exploitations sauvages faites parfois par des expatriés sous les couleurs de la légalité. Quand j'ai été à Kenyeba, j'ai vu les Chinois en train d'exploiter et je suis parti voir le lit du fleuve. Le fleuve était dégradé, l'eau était boueuse. J'étais scandalisé. Et quand je me suis renseigné autour, on s'est rendu compte que d'abord les Chinois, ils nous traitaient même avec mépris. Et donc, j'ai cherché à comprendre. En cherchant à comprendre, on s'est rendu compte que les Chinois ne font pas ça seuls. Ils ont des permis délivrés par certains responsables des collectivités locales. L'utilisation des produits chimiques à long terme risque, selon le président du forum, de dégrader les cours d'eau et contribuer à une pollution à grande échelle. Ils contribuent à dégrader, à rendre toxique l'eau. Et premier danger pour les habitants qui sont riverains, c'est d'abord la qualité des poissons, la faune aquatique. Mais deuxièmement, les poissons après ne peuvent même plus vivre là-bas, donc il n'y aura pas de poissons. Puisque la nappe aquifère est polluée et que l'eau du fleuve est polluée, quand vous faites la culture là-bas, les salades, les choux, tout ce que vous mangez est pollué. Pire maintenant, si ça continue comme ça, demain, il n'y aura plus d'eau.
pas d'eau potable, mais même pas d'eau du tout. Ces forums en marge des journées minières et pétrolières du Mali constituent un rendez-vous de plaidoirie à l'endroit du gouvernement et de la population. Vraiment, il faut une volonté des autorités pour pouvoir arrêter ça. Parce qu'on peut arrêter des mesures, mais le problème, ce n'est pas sur le temps où vous arrêtez la mesure, c'est sur la durée. Nous, on s'est dit, il faut faire un plaidoyer, amener les Maliens à prendre conscience des enjeux, de ce qui est en train de se passer, mais aussi amener les partenaires du Mali. Un appel pressant à une prise de conscience collective afin de sauver ce qui peut l'être avant qu'il ne soit trop tard. Lors de l'ouverture du forum de haut niveau sur la dégradation des cours d'eau du Mali par leur paillage, le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a confié que des études sont en cours pour résoudre définitivement la problématique de déchets à Bamako. Selon lui, si tout va bien, Bamako, une ville sale, sera un vieux souvenir à partir du mois de mars prochain. On l'écoute au micro de Aruna Saliakoni. Quand les Maliens auront sur des redevances eau et d'électricité, des redevances à payer sur les déchets, chacun pourra dire au gouvernement, si ma rue n'est pas propre, c'est le gouvernement qui doit être accusé. Donc nous sommes en train de travailler sur ça. Et si je ne m'en abuse, je pense que d'ici le mois de mars 2022, nous allons peut-être finir avec cette question de déchets à Bamako, Inch'Allah. Donc ça, c'est la question de déchets, je pense que... Et ce traitement des déchets, qui va aboutir à la création de l'Agence nationale de déchets, qui va être un service autonome, qui va fonctionner sur les redevances que vous, Maliens, que tout citoyen malien va cotiser, permettra de créer, entendez-moi, créer à peu près 3000 emplois autour de Bamako et Kati pour la gestion de ces deux villes-là. Et je pense que prochainement, on sera dans les régions pour la même activité. Les dispositions sont vraiment en cours. Le consultant doit présenter d'ici la fin de ce mois son rapport final et la redevance qui va faire l'objet d'une loi de finances que le Conseil des ministres va quand même accepter, fera l'objet vraiment d'un budget qui va être mis en place. On n'aura pas de problème avec le budget, on sera autonome du budget parce que la loi des finances adoptée, les banques maliennes seront là pour financer directement les entreprises et sociétés qui vont être là à évoluer dans ce domaine-là. Le comité syndical du SINABEF a tenu son assemblée générale extraordinaire ce mardi 16 novembre 2021 à la Bourse du Travail. Objectif, faire la restitution des 6 jours de grève et expliquer aux militants les acquis et les points de blocage qui font objet de discussion. Moussa Tembini. L'Assemblée générale a été convoquée pour édifier les travailleurs pour une restitution. On a fait 72 heures de grève qu'on a renouvelé. On était obligé de rassembler le monde du travail pour leur faire une restitution, pour voir ce qui a été acquis et ce qui n'a pas été acquis, et puis pour prendre des directives. Parce que c'est une assemblée générale qui décide des actions à venir. Donc c'est dans ce cadre que nous avons convoqué cette assemblée générale. Leur expliquer pourquoi nous avons suspendu. Nous avons suspendu parce que les clients avaient commencé à souffrir, nous-mêmes on avait commencé à souffrir, les actionnaires avaient commencé à souffrir, on a pensé à ces pays. Nous l'avons suspendu pas parce qu'il y a eu des acquis, des points d'accord entre nous et nos patrons, mais nous l'avons suspendu pour souffler, pour réfléchir et trouver d'autres alternatives, d'autres solutions, autres que la grève. C'est pour cela que nous l'avons suspendu, surtout pour les pays. Comme je l'ai dit, et dégager les points de blocage qui sont au nombre de 3 aujourd'hui, notamment le point sur les prestataires de services. L'autre point, c'est sur la valorisation de la grille indiciaire, de la grille du salaire de base de banque, assurance, établissement financier. Et l'autre point, c'est sur le fonds social également, notamment l'aspect gestion du fonds social, le décret d'application de 1971. Et là également, il y a un point de blocage. Voilà les 3 points. La grande mosquée de Touba, c'est le thème de l'image du jour. La grande mosquée de Touba est le plus important édifice de la ville de Touba au Sénégal, la plus grande mosquée du pays aussi et l'une des plus grandes mosquées d'Afrique. Son édification est décidée en 1926 par le cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme. Son fils et premier successeur, cheikh Mouhamadou Moustapha Mbaké, s'investit corps et âme pour la réalisation du projet, malgré un contexte national
nationale et internationale très difficile marquée par la crise économique des années 1930 et la Seconde Guerre mondiale. Malgré l'opposition de l'administration coloniale qui cherchait à contrecarrer le projet en lui imposant des conditions les plus draconiennes, Muhammadu Mustafa, après avoir obtenu de l'administration un bail sur 400 hectares, parvient à poser la première pierre marquant le début effectif des travaux le 4 mars 1932. La mosquée a 6 grandes portes. L'entrée principale est à l'est, une porte à l'ouest et 2 sur chaque côté latéral. Dans la mosquée, on accède au mausolée d'Amadou Bamba, édifié à l'angle nord-est du bâtiment, près de la salle des prières. Le Coran est lu dans la mosquée 33 fois par jour. À présent, l'actualité internationale avec Fanta Diarra. Ouvert le 25 octobre dernier à Ouagadougou, le procès des auteurs présumés de l'assassinat de l'ancien président burkinabé Thomas Sankara se poursuit. Le général Gilbert Diendéré, l'un des principaux accusés dans ce procès, a plaidé non coupable mardi devant le tribunal militaire de Ouagadougou. Il est poursuivi pour attentat à la sûreté de l'État, complicité d'assassinat, recel de cadavres et subordination de témoins. Pour l'ensemble de ces 4 chefs d'accusation, je plaide non coupable, a-t-il déclaré à la barre. Selon Maître Prosper Farama, l'un des avocats de la famille Sankara, il y a tellement d'éléments assez probants dans ce dossier qui déclarent que non seulement sa version ne tient pas à la route, mais aussi des témoignages et des versions concordantes. 2 témoins qui sont passés, je crois que tout le monde a suivi, ils confortent les thèses que nous avons avancées, que nous soutenons depuis le début de ce procès. Un, que contrairement à ce qu'on dit, cette histoire de complot de 20 heures de Sankara qui entendait assassiner les autres officiers, ce n'était que de la pure invention. 2, qu'il ne s'agissait clairement pas d'éléments isolés qui spontanément sont passés à l'action pour assassiner le capitaine Sankara. Que c'était un plan bien planifié, pour utiliser les mots d'un témoin, et savamment. Olivier Wendkouni, avocat de la défense, propose quant à lui d'attendre le témoignage de tous ceux qui ont participé à l'Assemblée générale de ce jour fatidique. Il y a beaucoup de témoins qui disent qu'effectivement, le 14 octobre, il y avait une AG et ils ont donné donc l'objet, les débats donc qui ont eu lieu lors de cette Assemblée générale. C'est pour cela que je vous dis, attendez la version du journal quand il va venir demain devant le tribunal, et attendez également la version de tous ceux qui ont participé à cette Assemblée générale. 34 ans après les faits, des témoins continuent de se présenter à la barre dans le cadre de ce procès historique de l'assassinat en 1987 du leader révolutionnaire burkinabé Thomas Sankara et de 12 de ses compagnons. À l'extérieur du tribunal militaire de la capitale Ouagadougou, le témoin clé Boukari Kaboré déclare que ce qu'il dit, c'est ce qu'il a vécu. C'est comme je dis là, c'est le vécu comment je sors. C'est pour ça que ça sort comme ça sans problème. Est-ce que vous voyez? Et puis je n'ai pas d'emmerdement psychologique. Rappelons que le principal accusé dans ce dossier, à savoir l'ancien président du Faso Blaise Compaoré, est le grand absent de ce procès que ses avocats qualifient de politique. Il vit en Côte d'Ivoire depuis sa chute en octobre 2014. La Guinée-Bissau a fêté son 48e anniversaire d'indépendance en grande pompe. Ce 48e anniversaire d'indépendance marque également la journée des forces armées. La cérémonie présidée par le chef de l'État, Umaru Sissoko Embalo, s'est déroulée en présence notamment du président sénégalais Macky Sall et de plusieurs autres dirigeants politiques de la région. Nous avons presque perdu près de la moitié des 48 ans d'indépendance. La Guinée-Bissau étant plongée dans des crises politiques d'une autre nature, toutes ces crises ont eu des impacts négatifs sur les institutions publiques et sur la vie économique de notre pays, avec de graves conséquences sociales. Ce fut une période longue et difficile qui ne s'est terminée que peu de temps après les élections présidentielles et mon investiture début 2020. Lors de cette cérémonie, le Premier ministre Nuno Gomes Nabian a été interrogé sur ses relations tendues avec le président. Il y a quelques jours, le chef de l'État avait prévenu qu'il pourrait limoger son Premier ministre quand il le souhaiterait. Nous sommes ici pour servir l'État. Personne n'est venu pour rester de manière permanente.
Donc, sans aucun doute, je peux quitter mon poste en tant que Premier ministre et n'importe quel moment et viendra un autre Premier ministre. Je ne vais pas parler de ce sujet. Je suis tranquille. Tout le monde est tranquille. On continue à faire notre travail. C'est normal qu'il y ait des divergences entre le président et moi. C'est une conjoncture, ça n'a rien à voir. En ce qui concerne l'avion saisi, l'enquête se poursuit. Nous voulons tous en sortir la tête haute de ce procès. C'est une question qui a fait le tour du pays. Nous voulons rendre dignes les institutions de l'État. Donc, l'enquête se poursuit. Il y a des normes à respecter qui sont en train d'être suivies. Quand tout sera terminé, la population apprendra ce qu'il s'est réellement passé. Rappelons que le président Umaru Embalo Sissoko avait affirmé qu'il comptait s'exprimer ce mercredi 17 novembre pour annoncer une décision concernant l'avenir de son pays sans donner plus de précisions. En captivité depuis 3 mois dans la région de Tombouctou, l'artiste Amadou Kébé alias Dr Keb et un autre membre de son équipe ont été libérés par leurs ravisseurs le lundi 15 novembre 2021. Hier mardi, les 2 ex-otages ont été reçus au palais présidentiel par le président de la transition, son Excellence Assimi Goïta et son premier ministre Choguel Kokala Maïga. Youssouf Koni. Enfin, la liberté pour l'artiste Amadou Kébé Dr Keb et la fin de la longue attente pour sa famille et ses fans. En effet, en captivité depuis plus de 3 mois, Dr Keb et un membre de son staff, Ousmane Koulibaly alias Bakozi, recouvrent la liberté. Annoncé sur les réseaux sociaux le lundi 15 novembre 2021, leur libération a été officiellement confirmée hier mardi par la présidence de la République du Mali à travers une vidéo. L'artiste salue les efforts des autorités pour leur libération et remercie le peuple malien pour son soutien durant leur période de captivité. Alhamdulillah, la liberté, c'est la plus grande des richesses d'un homme. Vous voyez. Donc je tiens surtout à remercier le bon Dieu et surtout depuis son Excellence, Monsieur le Président et toute la chaîne du commandement. Je tiens vraiment à les remercier, toute la population malienne, les parents, la famille, tout le monde. Vraiment, on est de retour grâce aux autorités. Comme nous avons parlé ici, ils nous ont clairement précisé que voilà, et ils sont là pour nous. Et voilà, c'est un exemple. Ils ont tout fait, travaillé dans l'ombre. Et aujourd'hui, on est de retour. Donc, merci à tout le monde. Dr Keb précise qu'il n'a subi aucune maltraitance de la part de leurs ravisseurs. Toutefois, il reconnaît les dures épreuves de la captivité. On n'a pas été maltraité, on n'a pas été frappé ni insulté, mais bon, il n'y avait pas de confort. On tenait parce qu'on est des hommes seulement. Donc, si quelque chose t'arrive en tant qu'homme, selon les circonstances, il faut essayer d'encaisser et accepter, quoi. Cela fait partie de la vie aussi. Pour un rappel, Dr Keb et ses compagnons avaient été enlevés depuis le 29 juillet 2021 dans la région de Tombouctou où ils s'étaient rendus pour une série de concerts. Et voilà, c'est tout pour ce Joliba Evening News. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Excellente suite de programme sur Joliba TV News. Joliba Evening News.